Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10, le premier numéro de l'année 2022. Je vous souhaite la santé, n'est-ce pas? Et bien entendu, quand nous avons la santé, le reste, nous faisons. Ce soir, nous allons toucher du doigt une thématique qui vous intéresse, qui nous intéresse. Nous allons parler des douleurs silencieuses. Pour cela, place aux invités. Et ce soir, nous démarrons cette année 2022 dans Santé 10 en parlant d'un sujet très, très important qui vous intéresse tous, les douleurs silencieuses. Pour nous en parler, des professionnels de santé sur le plateau, on va saluer Madame Virana Manuela. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes infirmière aux urgences pédiatriques au CHU de la Guadeloupe. C'est bien ça, oui. Merci d'être là à côté de vous. Madame Betty Adams, qui est psychologue dans la grande équipe mobile, alors on dit équipe mobile, douleurs et soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Est-ce que j'ai tout bien dit? Parfaitement. Parce que je suis surveillée, hein. L'année 2022, là... DSP. Voilà, on dit EMDSP. Voilà. Équipe mobile, douleurs et soins palliatifs. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Madame Zabarel. Bonsoir, chers téléspectateurs. Et nous avons une personne qui a eu l'occasion de venir déjà sur le plateau de Santé 10. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons à nouveau Madame Erika Senoage. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Je rappelle vos fonctions, vous êtes ingénieure en sciences sociales. Et je crois que ce soir, le sujet que nous avons décidé de pointer du doigt est un sujet où il y a beaucoup à dire dans votre domaine. Merci à vous encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. À côté de vous, le docteur Sonny Gène, médecin de la douleur à l'EMDSP. Je rappelle, équipe mobile douleur et soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Docteur Gène, bonsoir. Bonsoir Madame Zabarel, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être à nouveau avec nous parce que vous avez eu l'occasion déjà de venir ici sur le plateau de Santé 10 et c'est vraiment un plaisir de vous avoir à nouveau pour parler de cette thématique, une thématique qui, comme je l'ai dit en début d'émission, qui intéresse plus d'un, justement pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'une douleur silencieuse ? Alors, une douleur silencieuse, c'est toutes les situations où la douleur ne peut ou n'est pas exprimée par le patient. On peut prendre comme exemple quelqu'un qui a un handicap ou les personnes âgées qui ont des troubles de la communication, ou on peut aussi avoir un contexte qui fait que l'expression de la douleur va être compliquée, en fait. Et par exemple, on pourra prendre comme autre exemple, ça peut être un contexte socio-culturel, ça peut être le viol, ça peut être des troubles psychiatriques. Donc dans tous ces cas-là, la douleur, elle est masquée, elle est cachée, elle est invisible et pourtant le sujet est en souffrance. Vous en parlez à la fois au singulier et au pluriel. Alors on en parle au pluriel puisque ces situations et ces contextes sont multiples, sont parfois intriqués et ils vont venir cacher, crypter en fait leur révélation, et souvent l'entourage, voire les soignants, ne vont pas peut-être reconnaître cette douleur en tant que telle. Donc il faudra utiliser des outils probablement pour essayer d'aller la dénicher et essayer aussi de la décoder. Docteur Gène, on va revenir tout à l'heure avec vous pour avoir une meilleure visibilité de cette problématique. On va parler de quelques chiffres, si vous le souhaitez bien. Juste avant, j'aimerais demander à Betty Adams, je rappelle que vous êtes psychologue dans cette équipe EMDSP. Je voudrais savoir, en fonction de l'état d'esprit psychologique du patient, la douleur sera ressentie à un degré différent. Oui, tout à fait. Le seuil de perception ne sera pas le même. Il y a des patients qui sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Par exemple, il y a une étude qui a été menée en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cette étude dit que les femmes ont beaucoup souffert, beaucoup plus que les hommes pendant le confinement, du fait d'une vulnérabilité accrue à l'anxiété et à la dépression.
par ailleurs, il y a des personnes qui ont des antécédents familiaux, des antécédents personnels, par exemple des personnes qui ont vécu des agressions physiques, psychologiques, de la maltraitance. Ces événements douloureux vont être réactivés pendant un contexte qui est le contexte de la pandémie. Et ces personnes vont souffrir beaucoup plus que d'autres. Et d'un contexte à un autre, voilà. Effectivement, le travail du professionnel de santé et de surcroît votre travail en tant que psychologue, eh bien, en fonction de tout cela, on adapte la manière d'agir et de réagir avec le patient. Tout à fait. Par exemple, un patient va être anxieux dans un contexte et dans un autre contexte va pouvoir canaliser son stress, gérer ses émotions en fonction des circonstances. La personne, elle ne va pas évoluer de la même manière. Les émotions ne vont pas être exprimées de la même manière. Et mon travail, c'est d'abord le soutien, l'écoute, l'empathie. C'est important d'être disponible pour cette personne et d'éviter à ce qu'elle soit en rupture sociale. C'est important de la rappeler régulièrement, de l'amener à retisser un lien social et, je dirais, d'une manière générale, un lien social, amical, professionnel. En tant que psychologue, quand vous vous inquiétez de l'état de santé du patient, souvent vous avez aussi les parents, les aidants à gérer. Tout à fait. La prise en charge n'est pas uniquement l'accompagnement du patient, c'est y compris la famille, les ascendants, les enfants et l'entourage, et y compris les soignants, parce que les soignants ont à prennent en charge ces patients et parfois vivent des situations pénibles. Donc c'est important de leur offrir cet espace d'écoute, de débriefing, voire d'analyse de pratique. Et qui écoute le psychologue ? Qui écoute le superviseur, parce que nous avons un superviseur pour pouvoir nous écouter, nous amener à analyser notre pratique. Et c'est important, c'est bien de le souligner parce que c'est très très important. On va revenir tout à l'heure. J'aimerais demander à Erika Senoage, qui, je rappelle pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, Erika Senoage, ingénieure en sciences sociales. Pensez-vous que le contexte culturel et social que nous vivons, surtout actuellement, favorise en général le silence des douleurs? Vous pensez au contexte actuel uniquement ou de manière générale? Alors, on va parler d'abord de manière générale, mais j'aimerais bien ensuite qu'on vienne un petit peu sur ce que nous vivons actuellement, ou même depuis 2 ans, qui est quand même assez particulier. Mais on va déjà ouvrir en général. Alors, d'un point de vue général, effectivement, certains n'apprécieront peut-être pas de l'entendre, mais on a gardé une partie de cette histoire que nous avons qui veut que face à la souffrance et à la douleur, on reste silencieux, on reste fort, on reste fort. C'est Quimbe, c'est Red. Sakeai. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la science et l'évolution de la société, on voit bien qu'une douleur et une souffrance qui s'installe, elle va progresser et dégénérer vers autre chose, de parfois bien plus grave. Et effectivement, le contexte actuel est venu rajouter une couche d'angoisse, d'anxiété, que les uns et les autres ont du mal, appréhendent de manière différente, mais auront du mal à gérer et à canaliser. Et donc cette souffrance et cette douleur dont on parle aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même qu'on le précise, elle est multiforme. Il ne s'agit pas seulement d'une douleur ou d'une souffrance physique due à une maladie ou à un accident, ou tout à l'heure le docteur Gênes parlait d'un handicap. Même le handicap, il est multiforme. Donc cette douleur, cette souffrance, elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques, morales, émotionnelles, affectives, intellectuelles. Les portes d'entrée sont différentes et oui, elles sont en lien souvent avec le contexte familial, environnemental, social, politique, économique. Voilà, il y a toujours des ramifications, oui. Tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet et qu'on parle vraiment de ce que nous vivons depuis 2 ans, cette situation très particulière, cette crise sanitaire qui visiblement favorise aussi cette douleur,
ces douleurs silencieuses ou cette douleur silencieuse, en tout cas qui favorise les douleurs. On en parle tout à l'heure parce que je voudrais discuter un petit peu avec notre infirmière. Je rappelle le nom, Madame Viranet, Manuela. C'est ça. Vous êtes infirmière aux urgences pédiatriques du CHU de la Guadeloupe. Là aussi, on rencontre certaines situations, donc on a affaire aux enfants, aux plus jeunes, mais vous, là aussi vous êtes en situation, vous rencontrez des douleurs silencieuses. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous rencontrez comme situation aux urgences pédiatriques? Dans le contexte social, pareil, on a beaucoup de douleurs silencieuses dues au contexte, mais je vais surtout parler des enfants drépanocytaires qui sont des enfants qui ont des douleurs chroniques. Ce sont des enfants qui, en fonction de l'âge, ils viendront par exemple pour une douleur au bras, enfin une douleur physique qui sera bien située. Mais souvent, on se rend compte que même en donnant les antalgiques qui sont prescrits, en suivant le traitement, on n'arrive pas à les améliorer. Et au bout d'un moment, on se rend compte, en questionnant un peu, en allant un peu plus profondément des choses, qu'il y a des petits tracas familiaux, des petits tracas amoureux en fonction de l'âge, bien entendu. Enfin, différents tracas, même à l'école, des périodes d'examen. Et on se rend compte que ce sont justement des douleurs silencieuses qui ne peuvent pas être améliorées par un traitement, mais plus par une écoute, un échange. En fait, il faudrait plus d'éléments pour pouvoir prendre en charge cette douleur qui, effectivement, dans un premier temps, n'est pas spécialement entendue ou recherchée. Madame Adams, certains patients développent des douleurs silencieuses. Qu'est-ce qui expliquerait ce développement de douleurs silencieuses, selon vous? La personnalité, le sexe, l'âge. Il y a des personnes qui sont plus inhibées que d'autres. Il y en a d'autres qui sont dans l'hypermaîtrise, l'hypercontrôle. Pendant la pandémie, certaines n'ont pas osé ou ne sont pas allées chercher de l'aide avec la peur... du jugement peut-être? Non, pas du jugement, d'être contaminé. Voilà, la peur de sortir. Il y a eu également... certaines personnes qui ont eu honte le fait d'avoir repoussé ou annulé leur rendez-vous. Voilà, c'est pour ça que je parlais de jugement. En fait, c'était plus dans de ce côté-là. Là aussi, les gens étaient un petit peu renfermés. Il y a eu la distanciation sociale en relation avec les gestes barrières. Cette distanciation sociale a engendré forcément une rupture avec l'environnement externe, avec les soins, une rupture avec le médecin traitant. Donc ces personnes se sont culpabilisées. Il y a eu un sentiment d'indignation, d'injustice par rapport à la situation. Et avec le plan blanc, il y a eu des soins qui ont été déprogrammés. Donc il y a des personnes qui n'ont pas pu retourner ou revenir auprès des professionnels de santé et qui se sont murés dans un silence. Et là aussi, vous professionnels, vous aviez une part de travail pour essayer de casser cette distance que certains patients imposaient eux-mêmes, qu'on s'impose nous-mêmes finalement. Tout à fait. Et là aussi, vous aviez ce rôle d'essayer, tant bien que mal, par des astuces peut-être pas toujours les mêmes selon la personne, selon le patient, pour essayer de casser un petit peu cette grande séparation, ce grand fleuve entre vous et le patient. Avant d'aborder ce sujet, vous avez des patients qui sont isolés. Et même s'ils évoluent dans un contexte familial, vous avez des personnes qui ne veulent pas, des patients qui ne veulent pas inquiéter leurs proches et qui s'enferment dans le silence, dans la résignation. Et mon but en tant que psychologue, c'est d'écouter cette personne, de la recevoir, de maintenir le contact, de lui permettre d'exprimer ses émotions, parce que malheureusement, il y en a certains qui les répriment. Souffrir, pour certains, c'est de ne pas être homme, donc c'est important de rassurer la personne et de lui dire qu'il y a des professionnels qui sont là et qu'ils ne doivent pas faire l'impasse sur leur douleur. Et sachant que nous travaillons en pluridisciplinarité. Donc il y a la psychologue, il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a d'autres soignants, il y a les puéricultrices. C'est vraiment un travail d'équipe. Un travail d'équipe, de coordination.
et de cohésion. Donc c'est important que le patient ne se sente pas seul et qu'il soit bien entouré et que les soins soient adaptés. Pour un même patient, on peut lui proposer plusieurs types de techniques ou de méthodes ou de soins. On peut utiliser par exemple la psychothérapie, qui est la liberté d'expression, d'analyse. On peut également lui proposer par exemple une thérapie cognitivo-comportementale. Et la thérapie cognitivo-comportementale vise à améliorer par exemple des symptômes des personnes qui ont une phobie. Par exemple, ces personnes pendant le confinement qui ont eu peur de sortir et qui ont développé ce qu'on appelle une kinésiophobie, donc la peur de bouger, de se mouvoir. Donc on va permettre à la personne de restaurer un lien avec l'extérieur en faisant des petits exercices, d'abord d'identification. Quand je parle d'identification, la personne, on évalue ce qui se passe. On doit identifier ses cognitions, c'est-à-dire ses pensées, ses comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Confronter ces croyances parfois qui sont limitantes ou qui ne sont pas toujours adaptées avec celles des autres. Donc la thérapie peut se faire en individuel comme en groupe. Et nous amenons petit à petit cette personne à reprendre une activité à son rythme en l'exposant. Donc en l'exposant, il se pourrait que ça soit un proche, une personne de confiance ou un objet contraphobique. Ça pourrait être son téléphone, par exemple. Madame Viranet, pardon, excusez-moi, vous n'aviez pas fini, pardon. Le patient revient en thérapie. Et à partir de là, explique ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pour quelles raisons. Et il aura à tenir un agenda. De ce qu'on appelle un agenda. Il va noter ses progrès, ses défis, parce qu'il ne doit pas considérer la situation comme une menace, mais beaucoup plus comme un défi. Ça, c'est de la même manière chez nos plus jeunes au niveau des urgences pédiatriques. C'est toute une équipe aussi qui s'occupe des plus jeunes. Ça se passe un peu de la même manière? Alors nous, c'est un peu différent puisqu'on n'a pas le psychologue sur place. Nous, c'est vraiment le premier contact. Quand un enfant vient, il vient aux urgences parce qu'il a mal. Donc c'est le premier contact. Et après, il y a tout un système. Il y a l'hospitalisation où là, il sera plus pris en charge en fonction de ce qui aurait été mis dans le dossier par un psychologue. Mais en général, c'est fait. Peut-être pas de la même façon pour les enfants, puisque comme le dit Madame, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, de son contexte psychosocial. Enfin, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Et il se trouve que des fois, l'enfant a juste besoin d'un peu de discussion, d'être détourné de son angoisse ou juste de discuter avec quelqu'un. Parce qu'en fait, des fois, ce n'est pas une solution qu'il veut. Il veut juste être entendu. Écouter et avoir d'autres réponses que ses parents. Et les parents, des fois, aussi emmènent les enfants chez nous parce qu'ils sont conscients qu'il y a cette douleur silencieuse qu'eux-mêmes n'arrivent pas à déceler. Et des fois, ils nous le disent, et c'est pour ça que c'est important de discuter avec le parent des enfants aussi, parce que le parent va nous dire, vous savez, il y a tel contexte aussi à la maison en ce moment ou à l'école. Et donc, du coup, ça fait du bien aux enfants, des fois, de juste d'échanger avec différents professionnels. La transition est toute faite, Dr Gène, pour que nous puissions poser la question suivante. Quel risque? Une douleur silencieuse, oui, mais il y a des risques. Peut-être même, on ne parlera même pas d'un risque, mais des risques d'avoir une douleur silencieuse. Alors, tout à fait. C'est vrai qu'avec la connaissance qu'on a des phénomènes douloureux actuellement, ce qu'on peut constater, que ces personnes qui vont subir, ces personnes douloureuses qui vont souffrir en silence, vont développer au fur et à mesure une dégradation globale en fait de leur qualité de vie. Le moral va s'infléchir progressivement. On va avoir aussi les ressources personnelles qui vont s'épuiser petit à petit. Et en fait, le patient va se retrouver non adapté à la situation. Et du coup, il va se retrouver dans un cercle vicieux qu'on pourrait résumer. Alors, il peut y avoir des parcours différents. Ça va être le repli sur soi, la perte de l'estime de soi, la rupture sociale, la perte de l'emploi, les problèmes financiers, le déconditionnement à l'effort, c'est-à-dire qu'ils vont, ce qu'on parlait de la kinésiophobie, il ne va pas se sentir capable de faire telle ou telle chose. Et en plus, va s'ajouter à cela parfois des troubles du sommeil, comme les troubles de l'endormissement, ou ça peut arriver de l'insomnie aussi chez ce patient. Donc on va avoir une descente aux enfers progressive où le patient va s'isoler à cause de sa douleur.
Et donc c'est pour ça qu'il faut intervenir et c'est pour ça qu'il faut une pluridisciplinarité. Un médecin, il a beau avoir son art médical, ne va pas pouvoir régler à lui tout seul la problématique. Donc il a besoin d'avoir d'autres acteurs de santé, comme la psychologue, mais comme l'infirmière, qui vont proposer d'autres alternatives, par exemple non médicamenteuses, pour aider ce patient et cheminer avec lui. Justement, on va profiter. C'est vrai que ça, j'aurais dû le faire en début d'émission. Je m'étais dit qu'il fallait qu'on fasse un petit coucou à toute l'équipe, EMDSP. J'ai toujours peur de me tromper. Je dis à nouveau équipe mobile, douleur et soins palliatifs. Je voulais saluer toute l'équipe parce que c'est une grande équipe. Absolument. On a une partie de l'équipe, mais c'est une grande équipe. Justement, est-ce qu'on pourrait faire une petite présentation, quand même, une petite présentation générale du service, de ce que vous faites, de comment ça fonctionne? Alors, le service, donc il y a, bien sûr, il y a la secrétaire, Madame Gerchel, Etienne. Il y a la psychologue qui est sur le plateau, Madame Betty Adams. Nous avons 3 infirmières actuellement, nous en avons 4, mais on en a 3 actuellement. Donc Madame Zénon Claudine, Madame Nita Victor et Madame Dominique Delaney. Il y a un nouveau médecin qui nous a rejoint, Dr Julien Brusseau, et Dr aussi Valérie Lambion, qui est déjà venu sur le plateau. Sur le plateau, oui. Et donc notre mission, c'est vrai qu'on a 2 casquettes, une casquette douleur, une casquette soins palliatifs. Et notre mission, c'est de faire de l'expertise au lit du malade par rapport aux patients qui sont douloureux ou qui sont en situation palliative, faire des propositions dans les services. On a aussi une mission d'enseignement. Le MDSP est très impliqué aussi au niveau du CLU de fin de vie, d'un point de vue institutionnel, pour pouvoir faire avancer les choses, avancer les mentalités, la culture douleur et la culture soins palliatifs. Je résume rapidement, mais c'est un peu ça notre mission au quotidien. Bien sûr, d'accueillir les patients, que ce soit en consultation douleur, et leur proposer aussi des ateliers, quand ça est possible. Alors, docteur Gène, on s'est un petit peu renseigné avec l'équipe et on a eu 2 familles différentes. Oui. Qui nous disait que le souci, c'est que quand on a un parent suivi de votre côté, oui. eh bien, il veut voir même docteur là, il veut voir même infirmière là. C'est en fait, ces gens-là s'attachent en fait. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec Erika. Ces gens-là s'attachent à la personne. On vient de dire qu'il y a plusieurs docteurs, que vous êtes plusieurs dans le service, des infirmiers, on en a plusieurs aussi, mais si c'est docteur Gène en vrai, c'est veille on commence à parler, demain, s'il n'y a pas docteur Gène qui l'a, et qui t'en est Kevinion? C'est une famille qui nous donnait l'exemple en question, et c'est quelque chose que vous rencontrez régulièrement, ce type de fonctionnement. Tout à fait. Oui. Je suis la seule psychologue, mais il y a un lien de confiance qui s'établit. Et une alliance thérapeutique. Donc les gens vous font confiance, donc vous êtes quelque part leur repère affectif, parce qu'ils déplacent sur vous des sentiments, ce qu'on appelle le transfert contre transfert. Et puis il y a aussi ce côté, Erika, où je me suis quand même confiée au docteur Gène, demain c'est un autre docteur, mais comment j'ai parlé avec docteur Gène, courant là bien passé, je me suis déjà confiée à lui. J'attendrai, j'attends qu'il revienne. On a ça aussi? Alors oui, mais pas seulement. Disons qu'aujourd'hui, le fonctionnement de la société veut qu'on ne trouve pas forcément l'épaule, l'oreille suffisamment attentive pour se confier. On va parler de plein de choses. D'ailleurs, on voit bien, on est en permanence en interaction sur les réseaux sociaux, mais on ne parle pas forcément de soi, et encore moins de ses difficultés s'il s'agit pour le coup d'une douleur ou d'une souffrance, quel que soit le type de cette douleur ou de cette souffrance. Donc quand on arrive devant cette porte qui est grande ouverte, devant ces professionnels qui ont une écoute, une oreille et un regard différent sur la personne, pas sur la maladie, pas sur la situation, mais la personne dans sa globalité. Mme Miranda l'a dit tout à l'heure, on reçoit des enfants
oui, mais on voit l'enfant dans son environnement familial. Et parfois, la solution n'est pas dans l'acte médical que l'on va poser, mais simplement dans l'échange qu'on va avoir avec la personne. Et donc, oui, on a alors, plus que la confiance, c'est vraiment un lien particulier qui est développé parce qu'on ne trouve pas cette écoute ailleurs. Parler, peine et misère, c'est peine et misère. Donc, on ne peut pas le dire à quelqu'un d'autre sous peine de ne pas être compris. Avant même d'être jugé, mais de ne pas être compris. Moi, là, je pense à toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, par exemple, qui vont dans leur parcours, elles seront en errance pendant plusieurs années parce que une femme qui a ses règles, on part du principe que c'est normal qu'elle ait mal. Donc, beaucoup vont intégrer que oui, j'ai mal, je me tords de douleur, mais c'est pas grave, c'est pas la peine que je le dise à qui que ce soit, sauf que certaines vont trouver quelque part cette écoute qui va permettre d'aller un peu plus loin, de chercher, fouiller pour arriver à tiens, il y a peut-être ça, et voilà ce qu'on va peut-être essayer de mettre en place pour apaiser. Justement, d'autres solutions en Guadeloupe pour pallier à ces douleurs silencieuses? Autre que le Kimberet de Pamoli, comme dirait le docteur Gène, autre que le Kimberet de Pamoli. C'est le sens du travail de cette équipe, c'est le sens de cette manifestation qui est organisée 2 fois dans l'année, c'est le sens de notre présence là, ce soir, pour dire que on ne naît pas avec la douleur, et quand bien même, on a envie quand même d'essayer de la soulager. Et il y a des personnes, il y a des dispositifs, il y a des types d'accompagnement qui existent, et même quand ça n'existe pas encore, nous sommes prêts à aller chercher, à vous accompagner, à cheminer à côté de vous pour essayer de soulager cette douleur. Parce que dans le silencieuse, il faut aussi entendre toutes ces personnes, donc ce que je disais tout à l'heure, qui ne vont pas trouver l'écoute. Il y a ce qu'on n'ose pas dire, mais il y a aussi le fait que parfois on le dit, mais on ne trouve pas réponse. Toutes les portes sont fermées. Donc le terme, il est, les termes, que ce soit la douleur, souffrance qui sont multiples, mais aussi le côté silence qui peut être défini de manière multiple également. Donc là, c'est de dire, il y a des personnes qui sont là. Ne baissez pas les bras. N'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable, n'ayez pas peur de ce jugement. En tout cas, dans cette équipe et même d'autres professionnels qui ne font pas forcément partie de l'équipe mobile, mais qui sont aussi dans cette dynamique, ne sont pas du tout inscrits dans une démarche de jugement, ni d'accabler une hygiène de vie, une alimentation. Ça n'est pas du tout ça. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, avec ce que l'on sait, il y a différentes manières au moins d'essayer de soulager la douleur. Quels moyens, Manuela, quels moyens aujourd'hui on met en place pour les professionnels de santé, ont quoi comme moyens pour aider, pour lutter contre ces douleurs silencieuses? Alors, il y a plusieurs choses, mais je vais plutôt parler de mon service aux urgences. C'est notre écoute, déjà, dans un premier temps, c'est très important. Et ensuite, on va essayer de détourner l'enfant de sa douleur, le parent aussi. Donc, pendant le soin, c'est important en fait d'écouter pendant le soin, de discuter, d'échanger, mais surtout, même si la personne souffre, de la faire rire. Ça a l'air comme ça, les gens disent oui, mais j'ai mal, comment je vais rigoler? Mais pourtant, si, c'est possible. Mais par contre, c'est vraiment une relation de confiance. C'est-à-dire, dès que le premier contact s'est bien passé, le patient se sent en confiance. Et donc, du coup, petit à petit, il va se détourner de sa douleur et en faisant une petite blagounette, comme ça, en passant, mais la personne commence à se détendre, à rigoler, et donc va s'ouvrir. Ou alors, on a des petites fêtes en fonction, c'est Noël, fête des mères, il y aura des petits cadeaux offerts aux enfants pendant l'hospitalisation. On va lui donner juste une petite feuille en fonction de l'âge avec un crayon. Donc, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses de vraiment officielles de mise en place. C'est vraiment en fonction de notre ressenti, des éléments présents et qu'on fera les choses. Mais ça avance.
Très Ça bien. avance au fur et à mesure. On profite pour saluer toute l'équipe du côté des urgences pédiatriques du CHU de la Guadeloupe, docteur Gênes, et de votre côté, les moyens dans votre service à vous. On a parlé des urgences pédiatriques, mais de votre côté, est-ce que les professionnels de santé ont les moyens qu'il faut pour lutter contre ces douleurs silencieuses, pour faire du bien aux patients? Absolument. Bon, je pense que pour rajouter à ce que Mme Virana a dit, par rapport au relationnel, c'est vrai que la prise en charge va commencer par le relationnel, va se poursuivre par le relationnel et je pense qu'elle se termine par le relationnel. Donc le premier outil, c'est nous. Ça, c'est vrai, puisque même pour les adultes, je dis souvent, la première poignée de main, on sait ou pas si on va faire confiance déjà à son médecin. Donc la confiance, l'alliance thérapeutique qu'on va avoir avec lui. Mais aujourd'hui, pour parler que de la douleur, il y a des échelles. Il y a des échelles où soit le patient, que ce soit l'enfant, l'adulte, la personne âgée ou même la personne qui est dans le coma, on va pouvoir l'évaluer grâce à des échelles d'évaluation de la douleur. Donc quand cette personne peut le faire, on va faire de l'auto-évaluation. Par exemple, ça va être une échelle numérique de 0 à 10. 0, c'est pas de douleur. 10, on a tellement mal qu'on aurait tapé la tête contre les murs. À combien on situe sa douleur? Ça peut être l'échelle verbale simple. Ça veut dire faible, modérée, forte, très forte. Ou ça va être une réglette aussi qu'on peut sortir. L'enfant qui est capable déjà d'âge scolaire peut bouger le curseur comme l'adulte, d'accord? Mais quand la personne ne peut pas s'exprimer, et donc on rentre dans cette histoire de douleur silencieuse, c'est-à-dire que la personne âgée, maladie d'Alzheimer ou trouble de la communication, ou même quelqu'un qui est complètement étranger, vous ne pouvez pas parler sa langue. Vous pouvez utiliser une échelle de la douleur, d'observation, où on va observer la posture du corps, la manière dont la personne va réagir lorsqu'on va s'approcher d'elle, s'il a des troubles du sommeil, s'il va grimacer au niveau du visage. Donc toutes ces échelles, je ne rentre pas dans le nom de ces échelles, mais que ça soit pour le nourrisson jusqu'à la personne âgée, aujourd'hui on a des échelles, et même pour des gens qui sont en réanimation, qui sont intubés, ventilés, on a des échelles pour dépister la douleur. C'est justement cette douleur qui ne se voit pas, cette douleur qui ne s'exprime pas. On peut prendre l'exemple de la personne âgée. Le simple changement de comportement chez la personne âgée doit nous alerter par rapport à la douleur. D'accord? Le mutisme chez la personne âgée doit nous alerter par rapport à la douleur. Ce sont des exemples. Donc aujourd'hui, on est quand même doté d'un certain nombre d'outils. Après, il y a l'intuition. On a un doute, on a l'impression qu'il y a un inconfort, et bien on va les vérifier avec une échelle. Et si une échelle ne marche pas, il peut y avoir une deuxième échelle qu'on va utiliser. Et du coup, le doute doit toujours profiter au patient. Et c'est ça que je vais faire passer comme idée, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même des échelles validées et fiables pour pouvoir évaluer la douleur aujourd'hui. Erika, selon vous, pourquoi est-ce, sociologiquement parlant, pourquoi est-ce aussi difficile que d'exprimer sa douleur? Ce qu'on a dit en début d'émission, dans notre histoire, en tout cas ça fait partie des repères qui ont traversé le temps. Tu dois être une femme forte, tu dois être un homme. Et un homme ne pleure pas, un homme ne se plaint pas. Une femme forte, les poteaux mi-temps. Derrière cette image, il y a aussi cela. Donc je dois faire face, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement. Sauf que, je suis désolée, je n'ai pas la même consistance que mes grands-parents, que ma grand-mère, et je ne pourrais pas supporter les choses qu'elle a supportées. Donc, et je le reconnais. Sauf que face à une situation, un examen ou une situation douloureuse, on va rester là-dessus en se disant « ça va aller, ça va aller, ça va passer ». On nous l'a transmis et on le transmet aussi aux enfants. Quand un enfant vient, il dit « maman, on lui dit « mais arrête de pleurnicher, arrête de te plaindre, ça va aller, allez, on y va ». Des fois, on ne regarde même pas. Et en fait, on lui transmet ça et il va grandir avec. Alors, bien sûr, je ne fais pas de généralité. Vous avez des personnes qui sont tout à fait en capacité d'exprimer leurs difficultés. Mais on a encore beaucoup de personnes qui intériorisent « j'ai mal, mais ça va aller ». Qui ne prennent même pas les médicaments qu'on leur propose. Ça va aller, ça va passer. 1 jour, 2 jours, 3 jours, pouf, l'appendicite a explosé. Là, on ne peut plus faire autrement que passer par l'intervention chirurgicale.
Donc, c'est inscrit, c'est ancré dans nos gènes, dans notre chair, et on a encore aujourd'hui du mal à se défaire de cette transmission. C'est-à-dire qu'on a lâché plein d'autres choses, mais ça, on l'a gardé en pensant que si je suis fort, je serai fort. Sauf que le corps humain, il est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Il est bien plus fragile. Et une fois que ça a cédé, c'est difficile de remonter. Ça me fait penser à un texte qu'a écrit Fred Dehaye. Les moins cadés au sakai, pas moins des moins détails. En cas prend écho en paix, ça bon Dieu cabaye. Voilà. Donc ça m'a tout de suite fait penser m'a fait penser à ça. Comment on prend en charge sa douleur, Madame Adams? Déjà psychologiquement, comment prendre en charge cette douleur silencieuse? Alors, il y a plusieurs raisons. Je vous ai parlé des psychothérapies, il y a la thérapie cognitivo-comportementale, il peut y avoir l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est également un soin. Le soignant, le thérapeute, va utiliser un média qui, ça peut être la musique, le dessin, la lecture, pour permettre à la personne d'exprimer sa problématique, sa détresse émotionnelle et psycho-affective. Vous avez aussi l'hypnose analgésique, l'auto-hypnose. La personne peut faire aussi des petits exercices de relaxation, ne serait-ce par exemple une fois par jour, des exercices de respiration, la méditation par exemple, les techniques psychocorporelles, la sophrologie, le yoga, la relaxation, la roie-bague, balnéothérapie, ce sont des soins qui peuvent aider également. Docteur Jeanne, en gros, un patient souffre de douleurs silencieuses. Pour aller rapidement dans différentes étapes, comment on prend en charge cette personne? Comment ça se passe, en gros? Alors, comment ça se passe? À nous, c'est formalisé. On a une consultation, c'est formalisé, où la personne, elle est reçue d'abord par l'infirmière, où elle va expliquer tout son parcours, où sera évaluée aussi l'intensité de sa douleur, où on va revenir aussi sur ses antécédents, sur les médicaments qu'elle prend, sur les moyens non médicamenteux aussi qui vont être utilisés. D'accord? On va lui demander aussi quel est l'objectif de sa démarche aussi. Alors, il y a eu le motif au départ, mais quel était l'objectif de sa démarche? Parce que parfois, il faut être partenaire. On a parlé bien d'alliance thérapeutique. Ensuite, elle verra la psychologue qui va qui va pas essayer simplement, mais qui va évaluer le retentissement psychologique de cette douleur, en sachant que notre consultation, nous voyons que des douloureux chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui évoluent depuis 3 à 6 mois. D'accord? Et ensuite, on va avoir une synthèse avec le médecin qui va faire l'examen clinique et qui va revenir sur certains points précis qui ont déjà été relevés par l'infirmière et la psychologue pour faire des propositions thérapeutiques. Et derrière ça, ça va être validé après en pluridisciplinarité pour qu'on soit d'accord sur le projet thérapeutique avec le patient. Très bien. Voilà. Alors, on en a parlé en gros, mais j'ai bien compris en tout cas que l'infirmière avait un rôle primordial dans cette prise en charge. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Manuela, sur cette partie-là? Alors, je sais pas si le rôle de l'infirmière dans cette partie prise en charge. Dans cette partie prise en charge, c'est nous qui avons le premier contact, c'est nous qui recevons le patient, qui allons le questionner, qui allons faire, si vous voulez, le premier historique de pourquoi il est là et qu'est-ce qui pourrait expliquer la douleur. Et d'autant plus qu'en général, le patient a beaucoup plus de relationnel avec nous, puisque ça fait partie de notre rôle propre. Et puis, notre rôle là-dedans aussi, c'est que quand on va utiliser l'échelle, c'est nous qui allons dire dans un premier temps, voilà, le patient exprime telle douleur, il a tel niveau. On va transmettre tous les éléments que le patient nous a donnés au médecin et aussi tout ce qui sera en élément intuitif. On ne va pas le noter dans le dossier. Oui, mais en discuter. Voilà, mais on va discuter, on va dire, voilà, on a tel élément, voilà, telle chose. Mais il nous apparaît que quand même, il serait bien d'aller un peu peut-être sur cet élément. Creuser un petit peu, voir, puisque, voilà, c'est le ressenti. C'est notre ressenti et puis, voilà, en gros, c'est ça.
En tout cas, toute cette équipe ici sur le plateau, vous serez tous ensemble le 17 pour cette journée de la douleur. On va en parler puisque depuis quelques années où je m'inquiète de savoir ce qui se passe dans différents services, j'ai compris une chose, au-delà de soigner des gens, c'est hyper important pour vous, professionnels de santé, d'informer le plus grand nombre sur ce qu'il faut faire, ce qu'il y a, ce qui existe, comment faire pour se soulager, quel chemin prendre quand on a tel ou tel problème. Est-ce que la journée du 17 janvier, la journée de la douleur, Dr Gène, est-ce que ce sera un peu dans cette optique-là? Absolument. La journée du 17 janvier, c'est pour sensibiliser le grand public. Bien sûr, ça va intéresser aussi les professionnels de santé, mais c'est surtout le grand public qui est visé. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était le thème de ces douleurs silencieuses, c'était quand même de dire aux gens que la douleur n'est pas une fatalité. D'accord? Et que c'est important de mettre des mots sur les mots. Pour ça, il faut effectivement qu'il y ait des espaces où on peut être entendu, on peut être écouté, et des espaces où on va pouvoir vous prendre en charge. Et ils existent en Guadeloupe. Il n'y a pas qu'au CHU de la Guadeloupe, je tiens à le dire. Et on a d'autres collègues qui sont aussi des médecins de la douleur, notamment sur la Basse-Terre. On salue toute l'équipe d'ailleurs, voilà. Puisque souvent quand on échange avec le docteur Gène, il prend toujours les précautions de dire « Mais Brigitte, il faut que tu ailles aussi du côté de Basse-Terre, voilà comment ça se passe. » Exactement. Donc voilà, on sera prochainement ensemble d'ailleurs. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher le grand public pour dire aux gens de ne pas rester dans l'isolement, dans cette rupture sociale que va créer la douleur, et qu'il est possible. Alors on ne va pas guérir probablement les gens, mais on va en tout cas les aider, les accompagner et soulager la douleur. Il y a des moyens, il y a véritablement des moyens pour pouvoir aider les gens à pouvoir sortir de cet isolement. Comment faire pour participer à cette journée? Tous ceux et celles qui nous regardent, qui ont envie de s'informer un peu plus sur la journée, comment faire? Alors, cette journée, compte tenu des conditions imposées, entre guillemets, par la pandémie, ils vont pouvoir nous rejoindre sur le site Facebook du CHU de la Guadeloupe, où chaque jour sera postée une vidéo en rapport avec le sujet. Peut-être qu'on aura la possibilité d'avoir un Facebook Live, c'est pas sûr. On va voir si ça sera possible techniquement. Mais ils pourront nous suivre en tout cas sur ce site Facebook, en fait, pendant toute la semaine. Et puis, vous proposez aussi, pendant qu'on y est, si vous êtes d'accord, vous pouvez toujours laisser vos interrogations, vos questions sur le Facebook Santé 10 aussi. Tout à fait. Nous allons transférer à toute l'équipe, nous allons transférer au docteur Gène, mais à toute l'équipe du côté du CHU, et puis éventuellement poster ensuite les réponses par rapport à certaines questions que vous vous posez sur le sujet. Alors, il y a une dernière chose aussi qu'on a l'intention de faire aussi, c'est quand même distribuer des flyers aux patients lundi 17. On va leur distribuer des flyers où c'est intitulé « La douleur, parlez-en ». Voilà. Histoire de sensibiliser aussi les patients du CHU et aussi sur Palais Royal, puisque Palais Royal est concerné, maintenant qu'il y a la délocalisation du pôle parent-enfant, Palais Royal aussi sera concerné, ainsi que la médecine physique réadaptation et le CERG maintenant qu'on dit l'ancien long séjour. Voilà. Et puis un flyer qu'on aura l'occasion de vous montrer ici même à Canal 10 dans le journal par exemple et dans d'autres émissions. Le docteur Gène va nous faire parvenir ce qu'il faut et on partagera avec vous ce flyer. Avant on arrive pratiquement à la fin de l'émission, mais je voulais vraiment, Erika, qu'on fasse une petite parenthèse si possible, sur les douleurs silencieuses et ce qu'on vit depuis 2 ans ici en Guadeloupe, mais dans le monde, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça joue énormément et quel que soit l'âge. Oui, quel que soit l'âge, oui, ça joue énormément. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas abordé, pas dans les viseurs pour le moment, on est sur autre chose. Mais ce contexte va faire émerger d'autres profils avec des difficultés qui vont venir se rajouter à celles qui existaient déjà. Et c'est vrai que pour rester dans cette thématique, donc on parle de douleurs silencieuses,
Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont développé des phobies, des personnes qui étaient tout à fait socialisées, mais qui aujourd'hui sont prêtes à partir à la retraite pour ne plus croiser personne. Donc là, les professionnels, que ce soit pour les enfants, les adultes, des personnes qui étaient déjà malades ou des personnes qui n'avaient aucun problème de santé, on va avoir un nouveau profil avec de nouveaux besoins et qui vont nécessiter de la part de l'équipe mobile, entre autres, hein, pas seulement, mais de tout professionnel de santé, de tout professionnel de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale, de se réinventer pour pouvoir accompagner ces nouveaux profils, puisqu'on évolue dans un contexte extrêmement anxiogène. Oui. Merci beaucoup d'être venu une fois de plus. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Un petit mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez rajouter. Manuela Viranin, je rappelle que vous êtes infirmière aux urgences pédiatriques au CHU de la Guadeloupe. Oui, tout à fait. Écoutez, je profite d'être à l'antenne pour dire à tous les petits patients qui ont des douleurs chroniques ou silencieuses de ne pas hésiter à se rendre aux urgences ou d'en parler autour d'eux. Et ça leur fera toujours du bien et qu'on fera tout ce qu'on peut pour les aider de notre côté. Merci beaucoup. Merci Betty Adams, psychologue en équipe mobile douleurs et soins palliatifs au CHU de la Guadeloupe. Un petit mot de la fin? Je dirais à mes patients et aux autres que je ne connais pas, ne faites pas l'impasse sur votre douleur. La douleur n'est pas une fatalité. Et nous sommes à votre écoute. Tout simplement. Erika, un petit mot de la fin? Oui, ça me permet d'apaiser ce que je viens de dire. Écoutez-vous, acceptez cette sensation d'inconfort et ne restez pas seul avec. Merci. Erika, au plaisir de vous recevoir une prochaine fois dans cette émission Santé 10. Docteur Gène, avant de nous dire votre petit mot de la fin, j'aimerais vous remercier puisque vous avez beaucoup contribué à la reprise de Santé 10, cette première émission 2022, dans toute la préparation, pas seulement le sujet qu'on voulait tout pointer du doigt, mais toute la préparation. Et je voudrais vous dire merci pour ça, merci de nous faire confiance et merci de toujours répondre ici sur le plateau de Santé 10. J'aimerais vous dire que c'est un vrai plaisir de travailler avec vous. Jusqu'à présent, ça fait plusieurs années qu'on travaille et je pense que ce mouvement de sensibilisation qu'on a vers le grand public en Guadeloupe, je crois qu'il est très très important. Et démocratiser, je crois, l'information, c'est important aussi. Et que les gens sachent qu'il y a des oreilles, il y a des gens qui sont là, qui peuvent les recevoir, qui peuvent les écouter. Qu'il y a aussi de vraies possibilités thérapeutiques aussi, au sens, je veux dire, que ce soit médicamenteux, chirurgical ou autre, hein. Mais il y a aussi des possibilités non médicamenteuses aujourd'hui par rapport à la douleur. Donc de ne pas rester dans cet isolement et surtout, pas faire co-éveil douleur là, pas faire co-éveil. Parce que ça ne peut pas nous anoblir. Au contraire, ça ne peut que nous diminuer de faire corps avec la douleur. Voilà. Merci encore. Et puis, n'oubliez pas le rendez-vous le 17 janvier, la journée de la douleur. Votre douleur, parlons-en, c'est bien ce qu'il y a sur le petit flyer? Les douleurs silencieuses. Et parlez-en à votre médecin. Parlez-en à votre médecin. Voilà, donc lundi, non, c'est pas un lundi d'ailleurs, le 17 janvier, c'est un lundi. Donc lundi, 17 janvier. Et toute la semaine sur le site Facebook. Et on va dire mieux, c'est que nous en parlons toute l'année. Voilà, on va marquer cette journée, mais nous en parlons toute l'année. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission Santé 10. Merci à Yann qui a réalisé cette émission ce soir. Et nous caprons jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Connect. C'est bon. Super.